Bonsoir, soyez les bienvenus ce soir à notre webinaire sur la recherche. Le titre est Quelle ambition pour la recherche avec Damien Vandenbroek, qui est chercheur physicien au CNRS, qui est membre du bureau national du SNCS, le syndicat national des chercheurs scientifiques, syndicat qui est affilié à la FSU. Merci de participer à notre conférence, Monsieur Vandenbroek. On a pu assister depuis le début de cette année à plusieurs mouvements de manifestations des chercheurs, le 26 février, le 5 mars plus particulièrement, contre en particulier la loi de programmation de la recherche, avec des revendications à la fois en termes de conditions de recherche, accueil des chercheurs eux-mêmes, accueil des futurs nouveaux chercheurs ou des chercheurs actuels en formation, donc les doctorants, conditions de travail et possibilité de déboucher de produire du résultat scientifique. Eh bien, ce soir, vous allez traiter toutes ces questions. Vous avez la parole, Monsieur Vandenbroek. Merci beaucoup Arnaud. Oui, je vais essayer de revenir un peu sur ces différents points. Mais avant d'aborder l'actualité ou ces sujets qui ont donné lieu à des mouvements, je vais essayer de vous donner peut-être une introduction sur la recherche, pourquoi et comment on fait de la recherche, parce que je pense que la vision du grand public sur la recherche est souvent assez biaisée, assez lointaine. Donc mon propos, je vais essayer d'articuler en 3 points. D'abord, cette introduction à la recherche. Ensuite, un état des lieux, une espèce de description des splendeurs et misères de la recherche française, ou autrement dit, quand la France baisse la garde. Et vous verrez que ce propos résonnera avec d'autres propos que vous avez déjà entendus dans le cadre d'autres services publics, la santé ou l'éducation par exemple. Et puis je terminerai en essayant de tracer quelques lignes permettant de donner une nouvelle ambition pour la recherche en France. Alors, la recherche, comment et pourquoi? L'image de la recherche en France, elle est généralement très positive. Les chercheurs sont presque aussi populaires que les pompiers, même si parfois il arrive des malheurs aux pompiers quand ils vont se promener. Mais à côté de cette image très positive, il y a aussi une crainte latente des dérives technoscientistes. Donc si les chercheurs en tant qu'individus ou en tant que profession généralement jouissent d'une bonne image, la recherche elle-même a une image qui est un peu plus ambivalente dans ces liens supposés avec la technologie et avec les dérives. Reste que pour le grand public, l'image de la recherche est souvent réduite à la médecine. Et puis, il y a une certaine fascination pour l'infiniment grand, l'infiniment petit, la physique quantique ou l'astronomie, ou l'astrophysique. Je voudrais commencer par dire que la recherche, elle concerne l'ensemble des champs disciplinaires. On peut faire la recherche dans tous les domaines. On peut faire la recherche en zoologie, en histoire, en agronomie, en mathématiques, en chimie, en sociologie. Et en France, on a des organismes de recherche qui peuvent être très généraux. C'est le cas, par exemple, pour le CNRS, qui est le plus grand d'entre eux, dans lequel on va retrouver plus de 11 000 chercheurs et dont les travaux s'organisent en 40 sections thématiques. On a d'autres organismes de recherche qui sont plus spécialisés. La santé, par exemple, pour l'INSERM, l'agronomie et l'environnement pour l'INRAE, l'informatique pour l'INRIA, l'énergie pour le CEA. Donc là, je n'en cite que quelques-uns, les plus importants. Et puis, bien sûr, une très grande partie de la recherche est également faite dans les universités, donc non pas par des chercheurs professionnels à temps plein, mais par des enseignants-chercheurs qui passent la moitié de leur activité professionnelle à enseigner et l'autre à faire de la recherche. Alors, la recherche, ça consiste en quoi? La recherche, ça consiste essentiellement d'abord à essayer d'augmenter le champ des connaissances humaines. Et paradoxalement, ça commence souvent d'abord par fabriquer de l'ignorance. Une ignorance que je vais appeler ici structurée. Concrètement, ça consiste à essayer de poser des bonnes questions, à délimiter un secteur d'ignorance qu'on a envie, qu'on va chercher à explorer, à débroussailler. Et puis ensuite, on va essayer d'étudier ces questions avec méthode, et cette méthode, elle va dépendre étroitement
du champ disciplinaire qui est concerné. Un historien ne va pas faire le même travail qu'un physicien ou qu'un sociologue. Et puis ensuite, et ça c'est extrêmement important, faire de la recherche, ça va vouloir dire confronter les résultats qu'on va obtenir à l'évaluation de ses pairs, c'est-à-dire d'autres chercheurs qui vont lire, qui vont critiquer vos travaux de façon à les valider. Donc exercer ce métier de chercheur, ça va vouloir dire être soumis à une évaluation constante. Pour qu'un article qui synthétise vos résultats puisse être publié dans une revue scientifique, il va falloir qu'il soit relu, critiqué, validé par d'autres chercheurs et généralement, ils ne sont pas tendres. Donc la recherche est une activité qui va être ainsi faite d'un alliage entre une dimension collective et une dimension compétitive. Vous comprenez bien l'aspect compétitif, il va falloir essayer d'être le meilleur, le premier, etc. Mais l'aspect coopératif, il tient tant au travail quotidien, parce qu'en général, on ne travaille pas tout seul, on travaille en équipe, petite, très grande, suivant les sujets, mais aussi à ce système d'évaluation collective. Et donc, la validation d'un travail va vraiment reposer sur cette évaluation collective par la communauté. Alors, la recherche, ça sert à quoi? Ben, d'abord, ça sert à assouvir le besoin de comprendre et d'explorer le monde qui nous entoure, le monde naturel, le monde social. Et là, je voudrais insister sur ce point. On vit dans une société humaine dont les finalités ne sont pas uniquement économiques et la recherche, ça sert à assouvir cette quête de savoir qui est profondément humaine. La recherche, ça sert également à former des citoyens, à l'apprentissage du doute, par exemple. Faire une thèse, sans pour autant vouloir devenir chercheur, faire de la recherche sa profession, c'est un exercice particulièrement utile parce qu'il vous expose à l'ignorance, il vous expose au doute et plutôt que d'apprendre, comme Elena par exemple, à ratisser de façon extrêmement fine un champ clos de connaissances, vous allez vous exposer à l'ignorance et au monde infini de l'ignorance. Et ça, cet apprentissage du doute, il est extrêmement utile. Et puis évidemment, la recherche, ça va aussi servir, permettre le développement technologique à plus ou moins long terme. Alors, quelques remarques là-dessus. Il n'y a pas de recherche noble ou vulgaire a priori. On peut travailler sur le vol des insectes, un sujet très fondamental de biologie, et puis en tirer des conséquences sur la conception des éoliennes. On peut, à l'inverse, étudier un procédé de fabrication industrielle, un sujet a priori très appliqué, et puis en extraire des phénomènes de physique ou de chimie absolument fondamentaux. Une deuxième remarque, le temps qui sépare un résultat scientifique de son effet, quand il y en a un, dans la société, peut être très variable. Un théorème de mathématiques peut n'avoir absolument aucune conséquence sur la vie sociale ou économique. Il peut aussi être appliqué dans un algorithme implanté dans votre smartphone à peine quelques mois après sa démonstration. Une troisième remarque, les résultats peuvent être très inattendus. L'effet laser, ça a été découvert au début des années 60 dans le cadre de questionnements très fondamentaux sur l'interaction entre la lumière et la matière. Absolument pas pour vous aider à scanner vos courses plus rapidement au Franprix, ni pour vous aider à lire des CD. Donc les résultats, les conséquences technologiques de la recherche, qu'elles soient fondamentales ou appliquées, peuvent être divers, variés, inattendus, avec une temporalité très variée. Alors en France, comment ça marche? En France, on a à la fois des universités dans lesquelles des enseignants-chercheurs vont faire de la recherche, et puis, et c'est sans doute une spécificité française, des organismes de recherche, au premier rang desquels le CNRS, qui a été construit juste au sortir de la guerre par Joliot, comme une espèce de république parlementaire, j'y reviendrai si vous voulez, qui en quelque sorte garantit l'autonomie du champ scientifique. Et cette autonomie du CNRS vis-à-vis de l'étage politique a souvent été critiquée, attaquée, en particulier par la droite.
J'y reviendrai peut-être plus loin si vous me posez des questions sur ce sujet. Mais je voudrais maintenant dresser rapidement un constat de l'état de la recherche en France. En France, on a un système de recherche qui demeure au meilleur niveau mondial. On a régulièrement des prix Nobel, des médailles Fields, qui est un peu l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. On reste extrêmement attractif. Pour vous donner une idée, plus de 30% des nouveaux chercheurs recrutés au CNRS chaque année sont étrangers. Donc il y a une véritable attractivité internationale. En dépit de, là je vais y revenir, de conditions de travail et de conditions salariales qui sont assez médiocres. Mais, et ça c'est un parallèle avec d'autres services publics tels que l'éducation et la santé, ce système de recherche, il est fragilisé par près de 20 ans d'austérité et de réformes d'inspiration néolibérale, ou disons dans l'esprit du New Public Management. Donc c'est un système qui jusqu'ici a tenu, mais on ne sait pas pour combien de temps. Alors quelques éléments. Bon, en gros, l'idée depuis 20 ans, c'est de faire de la recherche qui soit toujours plus compétitive, mais avec moins de chercheurs, moins bien payés, moins de titulaires, plus de précaires, et de façon générale avec moins d'argent, et cet argent plus difficile à obtenir. Alors, quelle est la logique de cette cure d'austérité ou de ces réformes? Alors, paradoxalement, le premier constat, il aurait pu être positif. C'est que les politiques ont compris l'importance de la recherche pour le développement économique. Pendant très longtemps, les chercheurs jouissaient d'une grande indifférence de la part des responsables politiques. En gros, ça ne servait pas à grand-chose, donc on ne s'y intéressait pas beaucoup. La gauche était de façon générale plus positive que la droite. Elle finançait mieux, elle embauchait davantage, et la droite finançait moins, essayait de réduire les effectifs. Mais en 2000, il y a eu s'est tenu un sommet à Lisbonne par l'Union européenne qui a proposé d'augmenter l'investissement de recherche et développement à hauteur de 3% du PIB pour les pays européens, répartis en 1% pour l'investissement public, 2% pour l'investissement privé. Cette promesse, qui n'a jamais été tenue, elle se fondait justement sur le constat de l'importance de la recherche pour le développement économique. Alors, aujourd'hui en France, on en est à peu près à 2,2%, dont 0,76% pour l'investissement public. En 2014, il y a 6 ans, on devait en être à 2,24% pour le PIB, dont 0,79% pour la recherche publique. En gros, en France, ça a essentiellement stagné depuis une grosse dizaine d'années. Pour vous donner des ordres de grandeur, donc on est à peu près à 2,2% en France, 2,90% en Allemagne, 4,29% en Corée du Sud. Donc l'Allemagne, la Corée du Sud, sans parler de la Chine, depuis 20 ans, investissent de façon massive, et la France s'est arrêtée, la France a baissé la garde. Alors, à côté de ces promesses de financement, c'est également mise en action une volonté de réformer le système de recherche. L'idée, c'était d'optimiser le rendement économique. On a été soumis à une avalanche de réformes. Alors, quel constat? Le constat, c'est que la recherche est vecteur d'innovation, et donc, à l'indifférence, a succédé un grand intérêt. Et donc, la traduction politique, ça a été que la seule fonction, la seule légitimité de la recherche, c'est de produire de l'innovation économique, technologique. La fonction, disons, d'augmentation du socle de connaissances a disparu, et la recherche, en fait, on va chercher à simplement l'immerger dans un système de valorisation techno-économique. Alors, comment faire? Parce que c'est pas si simple. Les chercheurs sont curieux, sont indociles, et capable, pour adapter librement une citation de Georges Pompidou, de dilapider l'argent public sans vergogne sur les questions les plus vaines et les plus éloignées des priorités économiques et sociales. Alors comment les discipliner? Le moyen, c'est qu'on va chercher à optimiser le rendement socio-économique de la recherche par le biais d'une politique d'incitation.
Donc, au lieu de donner directement de l'argent aux chercheurs pour qu'ils travaillent, le niveau politique va édicter des priorités scientifiques, des priorités technologiques, et va formuler des appels à projets sur ces thématiques. À charge aux chercheurs de proposer des projets qui s'inscrivent dans ces priorités s'ils souhaitent avoir de l'argent pour travailler. Ensuite, on pourra faire le tri et ne financer en plus que les meilleurs. Donc, en gros, on va recruter à bac plus 12, plus 15 sur des concours hyper sélectifs, des gens extrêmement brillants, qu'on va payer moins de 2 500 € par mois pour les assurer, sans les assurer qu'ils auront les moyens pour travailler. Enfin, si, on va, et je plaisante à peine, je caricature à peine, on va organiser des concours pour savoir qui aura le droit d'acheter un ordinateur performant ou qui aura le droit d'acheter un microscope à balayage. Pour faire une analogie un peu ridicule, c'est comme si, après avoir embauché des agents administratifs dans une mairie, on faisait des concours entre les mairies pour savoir qui aurait le droit d'acheter des photocopieuses. Alors, évidemment, ce mode de gestion pose plusieurs problèmes. D'abord, je voudrais insister sur un point. Le champ politique est bien sûr légitime à donner des directions pour la recherche scientifique. La question, c'est comment doit se passer la mise en œuvre de ces priorités et à quel niveau de détail elles doivent être déclinées. En gros, qui décide de quoi, avec quelle légitimité? Dit autrement, qui garde les gardiens? En gros, on est dans un modèle où un jeune énarque qui est conseiller ministériel a lu le supplément scientifique du Monde, qui paraît le mardi après-midi, qui lui-même a été écrit à partir d'un écho d'un Science ou Nature, et qui a une nouvelle idée, super, il faudrait donner une priorité à l'intelligence artificielle. Alors, donner la priorité à l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est pas d'une grande audace. Ça sert surtout à arroser là où c'est déjà mouillé. Ça aurait été intéressant peut-être il y a 10 ans, il y a 12 ans, il y a 15 ans. Aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde le fait, et on ne fait qu'emboliser le système à donner de l'argent là où il y en a déjà. Et ce risque du du court terme, on va le voir s'illustrer de façon absolument caricaturale lorsqu'une crise apparaît. C'était le cas avec la crise du Covid. Soudainement, fin mars, s'est abattue sur les chercheurs une pluie de crédits et des appels à projets thématiques sur les coronavirus. Problème, depuis plus de 10 ans, les coronavirus n'étaient plus à la mode. Celles et ceux qui demandaient des financements sur ces sujets ne les obtenaient pas. Donc, plutôt que de laisser les chercheurs travailler sur des thèmes qu'ils jugeaient, eux, intéressants et prioritaires, on a réduit les financements à un nombre fini de thématiques jugées prioritaires par le politique, et donc on a asséché la résilience du système de recherche et sa capacité à répondre à des crises et aux enjeux qui étaient les plus importants. Alors ici, je vous parle de la recherche publique. En France, on a aussi un problème spécifique de non-financement de la recherche privée. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'il y a une quinzaine d'années, Serge Chourouk, le PDG d'Alcatel-Alstom, rêvait d'entreprises sans usine. Donc, dans ce songe néocolonialiste, les ouvriers, les techniciens des pays émergents devaient se contenter de fabriquer, quand nous autres, des pays plus développés, on aurait designé et dirigé. Bon, ni Alcatel ni Alstom ne font plus partie, ou la plus grande partie d'Alstom ne font plus partie du patrimoine français. Quant aux Indiens, aux Coréens, aux Chinois, aux Brésiliens, eux, ils fabriquent, mais aussi, ils investissent dans la recherche, quand nos dépenses R&D continuent de stagner. Et le problème, c'est que les entreprises françaises font peu de recherche, embauchent peu les docteurs. En revanche, les docteurs qui sont formés par le système de recherche français, ils vont être embauchés par Apple, par Google, et on a des décennies de collaboration avec le privé qui vont simplement disparaître parce que les dirigeants français qui ont laissé vendre Arcelor à Mittal, Alcatel à Nokia, ont laissé aussi s'évanouir des portefeuilles de brevets, fruits de collaboration avec la recherche publique, que ce soit le CNET, le Defense Centre de recherche de France Télécom, ou pour Alcatel, l'IRSID, qui était l'Institut de recherche pour la sidérurgie, et qui a disparu avec Arcelor. Donc, on a en France une grande tradition de collaboration
entre recherche publique et technologique, qui était notamment incarnée dans les grandes entreprises du secteur public, collaborations qui sont éteintes et dont les fruits ont été perdus lors des privatisations et des reventes à l'aide des coupes des grands champions français de l'industrie. Et ça, c'est un sujet extrêmement important qu'on a laissé tomber. Alors, je vous ai parlé du système de recherche. Je vais être un peu plus corporatiste et parler des chercheurs français qui sont notoirement sous-payés. Et là, c'est pas moi qui le dis, hein. Je reprends des chiffres qui sont parus dans le rapport du dernier groupe de travail réalisé par le ministère en préparation à la loi de programmation pour la recherche. Donc, en parité de pouvoir d'achat, le salaire annuel brut d'entrée moyen des chercheurs en France, il représente à peu près 63% du salaire moyen d'entrée perçu par les chercheurs en Europe et dans l'OCDE. L'écart sur le salaire maximum est un peu moindre, puisque celui-ci il atteint à peu près 90% du salaire maximum moyen européen et 84% du salaire moyen des pays de l'OCDE. Alors, pour vous donner quelques illustrations, un jeune chercheur français qui justifie de 7 ans d'expérience professionnelle, il bénéficie au moment de son recrutement en France. Alors, 7 ans d'expérience professionnelle, ça veut dire qu'il a passé 3 ans pour faire sa thèse et 4 ans de recherche postdoctorale en France ou à l'étranger. En France, après embauche, il va recevoir une rémunération mensuelle brute de l'ordre de 2 200 €. En Grande-Bretagne, quelqu'un d'équivalent recevra à peu près 4 200 €. En Suisse, autour de 4 000 € au niveau postdoctoral, 8 000 € au niveau de prof assistant, donc l'équivalent d'un maître de conférence, 15 000 € au niveau d'un prof. Je vous rassure, ça c'est un peu le top qu'on sait faire au niveau mondial. Au Japon, les contrats de postdoctorat, ça donnera lieu à une rémunération de l'ordre de 3 000 €. Ces salaires, ils sont notoirement faibles. Dans d'autres pays, c'est négociable. On va avoir des salaires entre 3 000 et 7 000 € au Japon, en Allemagne, par exemple. Donc, ils sont notoirement faibles à l'échelle internationale. Ils sont notoirement faibles également à l'intérieur de la fonction publique. Les chercheurs en France sont des hauts fonctionnaires de catégorie A+, mais ils vont gagner en moyenne par an 18 000 € de moins qu'un haut fonctionnaire dans un ministère, dans un autre ministère qui aurait le grade équivalent. Cette différence, elle tient à l'absence ou la quasi-absence de régime indemnitaire pour les chercheurs. Et une des conséquences, c'est que, par exemple, un chercheur ou un enseignant-chercheur de 48 ans gagne environ 3 700 € brut, alors que dans un ministère équivalent, il aurait gagné 5 800 €. Cette quasi-absence de régime indemnitaire, ajoutée à des débuts de carrière toujours plus tardifs, parce qu'on embauche les gens à 33, 34, 35 ans, induit une grande fragilité du corps des chercheurs vis-à-vis de la retraite, en particulier avec réforme qui envisageait d'intégrer le régime indemnitaire dans les cotisations, et donc précariser de façon très importante les chercheurs et était particulièrement nuisible à l'attractivité internationale de ces métiers. Donc, je termine en donnant quelques pistes pour tracer une nouvelle ambition pour la recherche. Sans vous surprendre, ça commence par mieux financer la recherche. Alors ça, c'est une promesse constante de l'étage politique, qui a aussi induit une perte de confiance vis-à-vis du gouvernant. Historiquement, je vous l'ai dit tout à l'heure, la gauche finançait davantage la recherche et la droite rognait sur les effectifs. On avait une corrélation presque parfaite entre les conditions de financement et puis la couleur du gouvernement qui était en place dans l'exécutif. Cette alternance, cette corrélation presque parfaite, elle a cessé depuis 2012. Depuis 2012, on a eu un alignement sur des politiques néolibérales et qui ne s'est pas démenti depuis. Enfin, depuis 2017. Depuis 2012, depuis Hollande.
En 2013, le budget promettait une recherche publique forte et porteuse d'avenir. En 2014, il confirmait un investissement pour la jeunesse et la croissance fondée sur la recherche et l'innovation. En 2015, la recherche voyait ses moyens sauvegardés. En 2016, le ministère de l'Enseignement et de la Recherche annonçait une hausse historique de 6 millions d'euros sur un budget de 7 milliards. En 2017, le ministre se félicitait d'une hausse historique pour le budget de l'enseignement et de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Au bilan, en 10 ans, le CNRS a perdu 1 300 emplois sur 25 000 et continue à en perdre à rythme régulier, un peu 110 par an, un tiers pour les chercheurs et 2 tiers pour les ingénieurs et les techniciens. Donc, pour redonner à la France son rang technologique et retrouver une ambition scientifique, il faut changer de politique, il faut céder, il faut cesser de céder au court-termisme et au bougisme, mais il faut investir à long terme. Et investir, c'est pas des plans sur la comète comme on nous en promet presque chaque année. La LPPR nous promet un horizon 2030 et des moyens qui seront essentiellement rognés par l'inflation et la croissance du PIB. Si on veut, en 2 ans, atteindre l'objectif qui nous est donné depuis l'année 2000, à savoir les 3% du PIB et, pour ce qui concerne la puissance publique, 1% pour la recherche publique, il s'agit d'ajouter 2 marches de 3 milliards annuellement au budget de la recherche, donc à la MIRES, la mission interdisciplinaire pour la recherche et l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est le besoin urgent de financement qui doit donner en traduction des embauches dans les établissements de recherche scientifique et technique, et puis aussi dans les universités qui voient les effectifs des étudiants augmenter chaque année, alors même que les effectifs des enseignants ne font que stagner. Donc ça veut dire embaucher davantage de chercheurs, ça veut dire financer des thèses, plus de 2000 thèses nouvelles par an, et puis ça veut dire changer la façon dont on finance la recherche. Je vous ai expliqué un petit peu les dérives de la politique d'appel à projets. Ça ne veut pas dire que les appels à projets sont inutiles. Ça veut dire simplement qu'il faut leur redonner leur juste place et qu'on doit faire des appels à projets sur des sujets qu'on ne saurait pas faire autrement. Autrement dit, il faut redonner un financement qui permette aux chercheurs de financer des thèses pour les sujets qui les intéressent et qui leur permettent de travailler de façon quotidienne. Donc, il faut faire du recours au financement sur projet, l'exception plus que la norme. Et puis, et là, c'est peut-être un aspect technique, il faut redonner au gouvernement la pleine maîtrise de sa politique de recherche en réintégrant les crédits des plans d'investissement d'avenir qui datent du grand emprunt dans le périmètre du ministère de l'Enseignement supérieur. Aujourd'hui, un des problèmes, c'est qu'on a pléthore de boutiques auxquelles on peut s'adresser pour financer la recherche. Et puis, de façon générale, un aspect extrêmement important, c'est qu'il faudrait davantage remettre la science et la recherche au cœur de la société. Ça veut dire, par exemple, mettre en place des évaluations régulières des politiques publiques par des panels de chercheurs. Ça veut dire éclairer les débats publics par les chercheurs. Ça veut dire aussi utiliser des crédits formation pour permettre des séjours de recherche au sein de la recherche publique pour des membres des administrations ou des entreprises privées. Et puis, de façon générale, ramener la science au sein de la culture. Je vais terminer par une boutade. Quand on demande aux chercheurs de discuter avec des politiques, on leur demande de se mettre à un niveau 3e. La science, la recherche, ça fait partie de la culture commune. Et si on sait citer Proust, on ne devrait plus pouvoir se réjouir d'avoir été nul en maths à l'école ou être incapable de faire une règle de 3 quand on est ministre de l'Éducation. Et je pense qu'il y a là un vrai enjeu de retrouver une culture commune qui fasse la part belle aux sciences, quelles qu'elles soient. Voilà, je termine sur ce point et je serais ravi de discuter si vous avez des questions plus spécifiques sur quelques-uns des points que j'ai abordés pendant cette présentation.
Merci. Alors, des commentaires. Alors, dans le cadre d'une planification et de grands plans industriels, ne devrait-on pas créer des centres de liens recherche publique et développement technologique en recréant un peu ce qui se passait avec les entreprises publiques jadis, mais en restant public avec un consortium d'entreprises privées, mais engagées dans un plan de filière? Un autre commentaire sur le fait que jusqu'en 2012, la gauche augmentait le budget de la recherche et la droite le diminuait. Le fait que le président Hollande ne l'ait pas fait, je cite, ça confirme que Hollande n'a jamais été de gauche. Alors, moi j'ai une question, enfin une double question. J'aimerais que vous reveniez pour nous expliquer ce que c'est que l'organisation en tant que république parlementaire de la recherche, parce que je pense que en tout cas, c'est la première fois que j'entends l'expression. Je pense que nos auditeurs doivent l'avoir entendu pour la première fois aussi, pour revenir sur cet aspect-là. Après, je voudrais aussi tracer une comparaison de manière tout à fait naïve de ma part. On a l'impression qu'il y a deux types de modèles de liens entre les entreprises, la recherche et l'État. Il y aurait le modèle français où il y a de la recherche publique qui n'est pas valorisée ou qui n'est pas valorisable directement par des entreprises. Je mets tout ça au conditionnel, bien évidemment. Et il y aurait un autre modèle, le modèle américain, où en fait le financement de la recherche serait fait essentiellement en fait par le ministère de la Défense et avec des partenariats avec des entreprises et un va-et-vient entre chercheurs, entre entreprises et financement public au bénéfice de l'innovation, de la technologie et du renforcement d'entreprises. Est-ce que vous pourriez nous aider à rompre le cou à cette impression? Alors, je vais commencer par l'interface recherche-industrie. Et puis je reviendrai ensuite sur le CNRS comme exemple de république parlementaire. Sur l'interface entre recherche et technologie, entre recherche et industrie, peut-être il faut couper le cou à quelques idées préconçues. La première étant que les chercheurs en France ne s'intéresseraient pas aux applications ou à la technologie. Ça, c'est s'il a pu exister dans le temps un certain snobisme du point de vue entre recherche fondamentale et appliquée, ça fait longtemps que ça n'a plus cours. Et comme je vous le disais dans mon introduction, il n'y a pas de sujet noble et de sujet vulgaire. On peut faire de la recherche en s'intéressant à toutes sortes de sujets, qu'ils soient de nature fondamentale ou appliquée, effectués dans un cadre strictement public ou en partenariat avec le privé. Il y a d'ailleurs de nombreux laboratoires mixtes entre les organismes de recherche publics et la plupart des grandes entreprises privées françaises. Donc le problème, il est pas là. Il y a un problème d'interface. Alors, j'en ai cité un tout à l'heure, et qui était également évoqué par la question qui m'était faite, sur, dans le cadre de la disparition des grandes entreprises publiques, on a vu disparaître des grands laboratoires de technologie appliquée industrielle. Ça a été perdu. Pourquoi? Il faut le dire. Parce que dans une recherche de profit effrénée, après les privatisations, le premier réflexe, ça a été de supprimer, de couper les coûts, enfin ce qui était considéré comme les coûts correspondant aux services de recherche dans ces entreprises. Et on a perdu là non seulement un patrimoine de brevets, mais on a perdu là un savoir-faire. Et puis également, on a perdu les connexions. Et c'est sur ça que je voudrais insister. Je pense que le système français, il souffre d'une dichotomie entre grandes écoles et universités, avec des élites dans les grandes entreprises privées qui ont été diplômées des grandes écoles, qui traditionnellement
ont pas ou peu de tradition de recherche, à part quelques-unes d'entre elles, et donc qui n'ont jamais été confrontées au cours de leur cursus à la recherche. Et puis, la recherche qui se fait essentiellement dans un cadre universitaire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chercheurs et les responsables des grands ingénieurs du privé ne se connaissent pas et n'ont pas de base pour se rencontrer, ne se connaissent pas parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes études et n'ont pas les mêmes repères, n'ont pas les mêmes types de connaissances. Ça, c'est très différent du modèle américain. Euh, je suis allé il y a quelques années à une conférence au MIT. Une des journées était dédiée à des discussions avec les industriels. Il y a eu un topo du secrétaire d'État au transport, c'était sous l'administration Obama, c'était un républicain, et j'ai eu droit à une ode à la recherche qui était complètement gaulliste, et le secrétaire d'État en question était un ingénieur du MIT, il avait fait les mêmes études que les chercheurs qui présentaient leurs travaux. Alors comment résoudre ça? Résoudre ça, pour moi, ça commence par justement euh, généraliser le doctorat comme formation et comme moyen d'échange entre sociologique, si vous voulez, entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Parce que un docteur, il va venir avec ses références académiques, avec sa connaissance du milieu académique, et lorsqu'il sera confronté à un problème, il pourra avoir d'abord le réflexe de poser la question dans un esprit davantage recherche, mais il saura aussi peut-être à qui poser la question, et s'il ne sait pas à qui poser la question, il saura poser la question à qui aura une idée de à qui poser la question. Et donc je pense qu'il faut davantage interconnecter du point de vue sociologique ces deux mondes, recherche et industrie, et ça se fait par embaucher des gens qui ont fait de la recherche, ça se fait par généraliser les thèses pour les étudiants qui ont fait des grandes écoles. Et ça se passe bien sûr du point de vue industriel, mais pour moi ça se passe aussi du point de vue administratif. Moi, je trouverais bien que des élèves de l'ENA ou de Sciences Po fassent des stages de recherche pour qu'ils aient une idée un peu moins figée de ce que c'est aujourd'hui les questionnements en sociologie, en économie. Aujourd'hui, les instituts de préparation au concours de la fonction publique, au grand concours de la fonction publique, les IRA, les concours pour devenir directeur d'hôpital, magistrat ou énarque, ce sont des machines de propagande néolibérale. Et je pense que c'est un vrai problème. Euh, donc, c'est de cette façon-là, en mixant les parcours et en faisant de la thèse un diplôme davantage reconnu à la fois dans les entreprises et dans les administrations, qu'on peut, à mon avis, essayer de fermer cette dichotomie entre recherche et monde administratif et industriel, et qu'on pourra faire des progrès. Ensuite, sur les moyens, on a parlé d'instituts de recherche technologique sur des sujets. Il y a beaucoup de choses en ce moment sur les startups. Je pense qu'il n'y a pas de stratégie unique. Je pense qu'au contraire, il faut développer un écosystème le plus varié possible, si vous voulez, qui soit le plus résilient possible, qui permette de faire qui permettent aux gens de se parler simplement. Donc ça, c'est pour l'aspect recherche et industrie. Et puis quelques mots sur le CNRS. Le CNRS, il a été bâti, alors en fait, initié juste avant la guerre par Jean Perrin et Jean Zay, et c'est Frédéric Joliot qui en a pris la direction en 1945. Et sa structure, oui, elle est celle d'une république parlementaire, dans le sens où les chercheurs élisent tous les 5 ans l'équivalent d'un parlement. Dans chaque section thématique, on va désigner des représentants. Et puis siégeront également un tiers de nommés. Et la section thématique qui sera ainsi élue
Elle va évaluer les chercheurs, évaluer les laboratoires, se prononcer sur l'évolution des thématiques, et puis siéger en tant que jury pour choisir, embaucher les nouveaux chercheurs. Et la direction, l'exécutif du CNRS, là-dedans, va nommer des gens dans notre section, mais sera minoritaire, aura un droit de nomination sur les chercheurs à la fin, mais ça relève vraiment d'une coproduction entre cet échelon, on va dire, représentatif, quasi parlementaire, et puis l'échelon de l'exécutif. Ça donne au CNRS, et c'est vrai par rapport aux autres organismes de recherche, une très grande autonomie, qui lui est souvent contestée par les tâches politiques, voire même par ses directions successives qui aimeraient avoir davantage de liberté. Mais c'est ce qui fait aussi la grande force du CNRS, par la grande liberté qui est laissée aux chercheurs, et ce qui en fait un objet d'admiration et d'envie dans le monde entier. Si aujourd'hui on a un tiers des nouveaux chercheurs du CNRS qui viennent de l'étranger, c'est évidemment pas pour le niveau des rémunérations, c'est pas plus pour le niveau des moyens qui sont donnés aux chercheurs au CNRS, c'est bien dans la liberté de recherche et puis le statut de fonctionnaire de permanent qui leur est attribué. Et c'est ça qu'il faut préserver. Et alors même que ce statut fait grandement l'objet de l'envie et d'une grande partie de l'attractivité internationale, il est soumis toujours à plus d'attaques vis-à-vis de l'étage politique dans les dernières années. Voilà sur ces 2 points, mais Merci. J'ai l'impression que pendant la période de pandémie, hein, qui est peut-être encore devant nous, on a trois instances qui ont perdu énormément de crédit. La première, c'est le gouvernement, en fait, et le pouvoir politique, en tout cas l'exécutif, hein, pour des raisons assez évidentes de changement de discours, d'impréparation. La deuxième instance, qui est une institution qui est l'État en lui-même, puisque en fait, il y a un certain nombre de décisions administratives qui ou ont tardé ou ont été néfastes à l'intérêt général. Mais la troisième instance, ou le troisième groupe, je me demande si c'est pas le groupe des chercheurs ou en tout cas des chercheurs médicaux, puisque on a assisté en public, au-delà de controverses, à des véritables polémiques. On assiste depuis quelques années à la découverte de conflits d'intérêts majeurs entre des scientifiques qui prennent position publiquement, qui on le découvre ultérieurement, d'intérêts liés, ou avec des entreprises, hein, puisqu'il y a eu le scandale sur Bayer et le glyphosate, hein, au niveau de la Commission européenne. Voilà, il y a tout un débat sur les liens entre un certain nombre d'experts médiatiques, puisqu'ils ne sont pas forcément des experts scientifiques sur ces sujets-là, du reste, et des laboratoires pharmaceutiques. Quelle est votre analyse du moment et de la réputation, à tort ou à raison, ça je ne sais pas, mais peut-être vous pourrez nous préciser, en fait de perte d'autonomie de la recherche ou des chercheurs dans leur prise de position publique? Alors, c'est un sujet difficile. Évidemment, la recherche, elle s'incarne et elle va s'incarner dans des figures médiatiques qui seront plus ou moins représentatives de la réalité du milieu. Pour commencer, je veux dire une chose simple.
La légitimité de la parole d'un chercheur dans le champ public, elle n'existe que sur son domaine de compétences. Or, son domaine de compétences, la parole d'un chercheur, fût-il médaille Fields ou prix Nobel, n'a pas davantage de poids ou de légitimité que celle de n'importe quel citoyen. Ça, c'est un point extrêmement important. Donc, les chercheurs peuvent apporter un éclairage scientifique, technique au débat public, mais dans le cadre de leur champ de compétences. Ensuite, le risque de vouloir faire de la recherche la solution à tout, c'est évidemment de soumettre les chercheurs à des injonctions contradictoires. Vous le voyez bien, on demande à la recherche toujours plus d'efficacité dans le développement technologique, dans la mise au point de médicaments, de solutions variées, de nouvelles industries, etc. Et en même temps, on souhaite, et je pense que c'est extrêmement important, c'est même vital, qu'ils demeurent indépendants vis-à-vis de l'industrie. Donc vous voyez, on demande de plus en plus aux chercheurs de faire financer leur travail par l'industrie, de façon à ce qu'il soit utile, mais on leur demande en même temps d'être indépendants vis-à-vis de cette même industrie et de ne pas verser dans les conflits d'intérêts. Donc là, il y a évidemment un grand danger. Vous voyez bien à quel point ces injonctions sont contradictoires. Et vis-à-vis de ça, je pense qu'il faut être extrêmement rigoureux. Alors, ça commence par l'obligation pour la puissance publique de donner aux chercheurs les moyens de travailler, c'est-à-dire de n'être pas dépendants de l'extérieur pour réaliser leur recherche. Et puis, évidemment, ça veut dire aussi être intraitable sur la déclaration des conflits d'intérêts. Pour terminer là-dessus, il y a dans les différents domaines de recherche des traditions variées, dans le fonctionnement, dans le travail, qui peut être plus ou moins démocratique, plus ou moins collectif, plus ou moins mandarinal. Bon, on a vu récemment des figures très mandarinales crever l'écran. Moi, j'avoue que je suis un peu triste que la recherche doive s'incarner à travers. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que ça veut dire mandarinal? Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse la notion de mandarin. Mandarin, ça veut dire des gens qui vont diriger un institut et instaurer une discipline très, très forte, choisir les sujets de recherche pour les gens qui travaillent avec eux, signer l'ensemble des articles scientifiques sur lesquels toute personne de leur institut aura travaillé, quelle que soit la réalité de l'implication de leur travail propre dans ces articles. On parle de gens qui prétendent publier des centaines d'articles par an, alors qu'ils n'auraient sans doute pas le temps même de les relire. Voilà. C'est ça le fonctionnement mandarinal, et il existe encore. Sans doute davantage en médecine que dans d'autres disciplines, et pas partout en médecine, hein, mais ça existe encore, oui. Merci. Question d'Internet. Alors, si l'on voulait inciter les entreprises à embaucher des docteurs et des personnes issues de la recherche, quelle idée pourrait-on suggérer tant que le crédit impôt recherche existe? Pour pouvoir imputer ces embauches sur le crédit impôt recherche. Faut-il maintenir du reste ce crédit impôt recherche ou en modifier les critères d'application, ou est-ce qu'il faudrait plutôt le supprimer? Alors, on a affaire en fait à un problème davantage culturel que financier, parce que les incitations existent déjà. Il y a déjà des incitations pour faciliter l'embauche de jeunes docteurs dans les entreprises françaises. Elles ne les utilisent simplement pas assez parce qu'elles ont un recrutement qui est beaucoup trop conservateur, parce que
les services de ressources humaines ont peur de se tromper et préfèrent embaucher quelqu'un qui a fait la même formation que les 10 précédents, que risquer personnellement d'embaucher quelqu'un qu'ils connaissent moins. Je pense que c'est un enjeu extrêmement important, j'y reviens, parce que les docteurs vont apporter un état d'esprit complémentaire, une meilleure appréhension du doute, moins de certitude et moins de peur vis-à-vis de l'inconnu, et puis aussi des réseaux différents. Donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Sur le crédit impôt recherche, bon, le crédit impôt recherche, il atteint aujourd'hui des niveaux qui sont extrêmement importants. Ça doit représenter, je crois, 1,5 fois le financement total du CNRS par an. Qu'est-ce que c'est que le crédit impôt recherche? Bon, il faut être clair, aujourd'hui, c'est essentiellement un moyen de subventionner les entreprises sans s'exposer à trop de sanctions européennes pour des aides directes. Voilà. Moi, j'ai rien contre aider les entreprises françaises et à les aider à faire de la recherche. Mais ici, on a quand même des dérives assez importantes dans le sens où la subvention, le crédit impôt recherche est donné non pas, comme c'était le cas en fait historiquement, à, à l'effort supplémentaire de recherche. On pourrait donner un crédit impôt recherche sur l'augmentation des dépenses de R&D. Non, on donne un crédit impôt recherche sur l'équivalent du flux total, le stock des dépenses de R&D. Et ça, c'est vraiment des subventions. C'est une subvention industrielle, si vous voulez. Mais la réalité sur l'incitation à faire de la recherche, elle est très très médiocre. Ça a été bien objectivé par divers rapports parlementaires. Donc encore une fois, le crédit impôt recherche tel qu'il est ressort davantage de subventions à l'industrie que d'aides ciblées, parce qu'il n'y a pas véritablement de contrôle sur l'activité effective de recherche. Alors c'est pas vrai pour tout le monde, hein. Il y a des grands groupes qui font de la vraie recherche de façon intensive. Il y a des PME qui font de la vraie recherche de façon intensive et qui utilisent cet outil à bon escient. Mais la grande partie de cet outil est utilisée simplement pour faire de l'optimisation fiscale. Je vous remercie. Paul-Henri. Oui, bonsoir. Oui, du coup, j'avais deux questions. La première, bon, c'est sûr, juste un petit mot, c'est certain qu'on le sait bien, aujourd'hui, la recherche constitue non seulement, évidemment, quand ça fonctionne bien dans un pays, un motif de fierté nationale, mais aussi est un enjeu de puissance et un enjeu géopolitique, puisqu'on voit bien que les nations, entre guillemets, qui sont les grandes puissances sont toujours des grandes puissances scientifiques également, des grandes puissances scientifiques et technologiques. Donc il y a le lien entre l'investissement d'État, l'investissement public, la recherche et la puissance existent. Donc à ce niveau, je me posais la question. Je sais qu'il y a une stratégie nationale de la recherche, la SNR, qui a été mise en place, il me semble, sous la mandature précédente. Je voulais savoir aujourd'hui si cette stratégie nationale de recherche est appliquée, si c'était principalement de l'affichage, de la poudre aux yeux, ou s'il y a eu une réalité, si c'était une notion de pilotage par le politique, tout en gardant bien évidemment ces distances nécessaires avec la recherche fondamentale existe, ou si on est vraiment dans la pure communication. Et seconde question, plus liée à la crise qu'on a connue, en tant que chercheur, comment est-ce que vous avez considéré le lien entre la relation entre le politique et le scientifique dans le cadre de ce fameux comité scientifique qui a été mis en place dès le début de la crise du coronavirus? Est-ce que pour vous, ça vous semble ressortir d'une relation saine entre le politique et le scientifique? Bien sûr, ma question est orientée, ou bien ou non. Voilà. Alors sur les différents points. La recherche comme emblème de puissance mondiale, oui, bien sûr, évidemment, ça reste extrêmement important dans le rayonnement. Et je voudrais insister là-dessus.
la recherche française conserve un très grand rayonnement, une très grande attractivité. Je donne un exemple, mais qui est très simple, qui est conjoncturel. Cette année, parmi les quelques milliers de candidats au CNRS pour devenir directeur de recherche, se trouve un prix Nobel d'économie. Voilà. Donc, un prix Nobel d'économie au MIT ou à Boston, je ne sais plus si Harvard ou MIT, aujourd'hui peut candidater au CNRS parce qu'il trouve que c'est une position intéressante. Il y avait un autre point mentionné dans ce contexte que j'ai déjà oublié. Le SNR, la stratégie nationale. Pour la SNR, oui. Alors, j'ai pas de connaissances très spécifiques sur les SNR, mais malheureusement, je crains de pouvoir dire ce qu'il y a dedans sans même en connaître exactement les détails, parce que depuis près de 20 ans, on lit exactement la même chose dans tous les rapports et dans tous les rapports stratégiques. Et la même chose, c'est en gros l'application de réformes néolibérales au système de recherche. C'est privilégier les meilleurs au sens où il y a une espèce de peur de gaspiller l'argent, si vous voulez. L'État, la puissance publique semble être incapable d'assumer son investissement dans la recherche publique. Il faut être sûr que ça va donner des résultats. Donc, le motto, si vous voulez, c'est qu'on est pour la recherche fondamentale à condition qu'elle donne des résultats appliqués immédiatement. Et donc, pour ce faire, on va donner de l'argent aux gens qui ont déjà réussi et aux sujets dont on sait qu'ils sont déjà à la mode. C'est préparer un système qui, par définition, n'est pas résilient. Ce que tout le monde demande, c'est de permettre aux chercheurs, c'est de faire confiance aux chercheurs, en fait. On est passé progressivement d'un système dans lequel les chercheurs avaient la confiance a priori de la puissance publique pour dépenser de l'argent et où on évaluait ensuite, par des experts, les résultats de la recherche. À un système dans lequel on part de la défiance a priori, et donc c'est aux chercheurs eux-mêmes de montrer l'intérêt a priori de leur sujet pour avoir le droit de travailler, sans qu'il n'y ait d'ailleurs de véritable évaluation après. Donc vous devez promettre de guérir le cancer pour avoir le droit de travailler. D'ici le mois prochain, enfin déjà depuis un mois, il suffit de promettre de guérir le Covid pour avoir le droit à des moyens pour travailler. Par contre, il y a 10 ans, si vous proposiez de travailler sur le coronavirus, qui était un sujet un peu annexe parce que essentiellement vétérinaire, vous ne donnez pas d'argent. Des gens qui étudient la flore dans les environnements lacustres, à l'interaction entre les environnements terrestres et aquatiques, avaient aucun financement, sauf quand finalement ça a des sujets d'impact pour le choléra, les virus, etc. Donc ce qu'il faut maintenir, c'est une véritable diversité au sens de biodiversité des sujets de recherche pour être capable de réagir. Mais ça, jusqu'ici, on n'a pas réussi à convaincre la puissance publique de se convaincre de cette stratégie. Et on a des stratégies qui sont toujours plus ciblées sur des thèmes toujours plus à la mode et qui sont toujours plus dans le court terme parce que la mode, ça signifie être déjà en retard. Donc ça, c'était sur la SNR. Alors, sur le lien politique-scientifique, enfin scientifique et politique, moi, je ne dirais pas grand-chose du conseil scientifique tel qu'il a été utilisé par le gouvernement parce que c'est un sujet que je connais très mal. Je pense qu'il ne faut pas s'abriter derrière les scientifiques pour faire de la politique. Je pense que les scientifiques sont là pour donner un éclairage scientifique et technique qui aide les politiques à décider. L'éclairage scientifique et politique, il peut être de qualité, de nature variée.
Alors, on a un exemple ici sur un champ de recherche qui est évidemment très mouvant, parce que la recherche, on met du temps avant que la connaissance puisse se solidifier. Et moi, j'ai pas que des avis puissent changer sur des laps de temps courts me choque en aucune façon. Simplement, je pense qu'il ne faut pas s'abriter derrière l'avis des scientifiques comme la vérité révélée. Je suis davantage intéressé par la mise en place de structures plus pérennes d'échanges entre les étages entre les domaines de la recherche et les domaines politiques pour éclairer les décisions par l'évaluation a posteriori des politiques, par des panels de chercheurs. Mais encore une fois, ici, ce que je pense est important, c'est de bien retenir que la recherche se fait sur un temps long. La validation collective par les communautés de recherche, elles se font par des échanges, par des contre-lectures, des critiques, et ça se fait sur des temps longs qui ne sont pas de l'ordre de la semaine ni des mois. C'est plutôt de l'ordre de l'année. Et il faut accepter ce temps long de la recherche et puis aussi l'incertitude qui en est la corrélation. Merci. Le sujet, c'est pas directement de la recherche, mais c'est plutôt le rapport entre science et société. On a assisté il y a quelques années à un retour d'une sorte de néo-scientisme où en fait la science, en particulier la connaissance technique, était supposée à nouveau, comme au XIXe siècle, trouver des solutions à tous nos maux. On assiste à des théories de l'homme augmenté. Quel est votre rapport quelle analyse faites-vous entre la réalité de la recherche telle qu'elle est actuellement et ces désirs ou ces conceptions philosophiques, pour pas utiliser de termes péjoratifs, qui mettent à nouveau la science comme étant en fait une panacée aux misères humaines. Je pense qu'il faut se garder du solutionnisme technologique et je pense pas que l'avenir soit dans un scientisme effréné, enfin en tout cas au sens où on pouvait l'envisager au début du XXe siècle. Je pense qu'une grande partie de cette question relève finalement d'un point que j'ai abordé à la fin de mon exposé sur le besoin d'une culture commune, le besoin d'une culture générale scientifique et technique. Parce que trop souvent, ces discours sont empreints d'une certaine fascination et qui dépasse de très loin le champ de la raison ou de la rationalité. Et puis, on a le droit de faire de la recherche, pas simplement dans des domaines scientifiques et techniques. On a le droit d'insister aussi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, la vocation l'horizon est pas simplement, notre horizon commun n'est pas simplement scientifique ni économique, il est social, il est humain, et on a beaucoup à travailler du point de vue des sciences humaines sur l'importance du lien avec la technologie, du lien avec la nature. Et je pense qu'il faut être très, très, très prudent là-dessus. En tout cas, je pense que c'est vraiment des sujets à développer de façon importante, de façon à éviter de verser dans des illusions scientistes ou dans du fondamentalisme un peu fasciné. Je vous remercie. Imaginons que vous soyez à la tête du gouvernement. Quelles seraient les mesures que vous prendriez immédiatement
pour la recherche. Hein. Donc, est-ce que vous pourriez nous servir une série de propositions à très court terme, d'ici 2 ans, et à plus long terme, puisque vous nous avez dit que la recherche était quelque chose à long terme. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un certain nombre de propositions pour améliorer la situation de la recherche et des chercheurs en France? Alors, je vais avoir des demandes qui vont sans doute apparaître un peu corporatistes, mais au même titre que les demandes aujourd'hui des médecins ou des infirmières ou des professeurs pourraient apparaître corporatistes. Je dis ça dans le sens où la première urgence, à mon sens, c'est de refinancer le système. L'objectif de 1% du PIB pour les dépenses d'investissement de recherche des administrations publiques qui est donné depuis maintenant près de 20 ans. Pour l'atteindre, je pense qu'il faut le faire rapidement parce que on est, en tout cas, on s'est laissé bercer d'illusions depuis trop longtemps et il y a besoin d'un choc d'investissement. Cet investissement, ça pourrait être de rajouter 3 milliards d'euros par an pendant 2 ans, de façon à atteindre essentiellement ce niveau d'investissement. Donc ça ne voudrait pas dire passer de 15 milliards à 21 milliards de dépenses publiques pour la recherche. Argent qui serait consacré à quoi? D'abord à revaloriser les carrières des chercheurs dont je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure et qui sont fortement dégradées vis-à-vis tant de l'environnement international que de l'environnement de la fonction publique. Jusqu'ici, tout va bien, mais ça devient véritablement critique quand il s'agit d'embaucher à Paris un jeune chercheur qui gagne 2200 € et qui doit essayer de se loger. Ensuite, utiliser cet argent, ça veut dire redonner aux universités, aux organismes de recherche, les moyens de leur politique scientifique. Ça veut dire augmenter les crédits qui sont donnés de façon annuelle au laboratoire et augmenter le nombre de financements de thèses. Pour moi, ça veut dire, par exemple, financer 2000 thèses de plus chaque année. Ça veut dire embaucher 2000 chercheurs par an dans les organismes de recherche. Aujourd'hui, on doit être, pour vous donner une idée, il y a 10 ans, le CNRS embauchait 400 chercheurs par an. Aujourd'hui, il en est à 250. Et le CNRS, à peu près un peu moins de la moitié des chercheurs publics en France. Donc, embaucher, financer, ça, c'est des décisions essentiellement budgétaires. Il y a des décisions qui sont également de l'ordre structurel. Alors structurel, ça veut dire quoi? J'ai abordé une partie. Je pense qu'aujourd'hui, le mode de financement de la recherche publique, il est beaucoup trop biaisé vers les financements sur projet, qui s'incarnent en particulier via l'Agence nationale de la recherche en France, par rapport au financement régulier de la recherche. On peut garder une agence nationale de la recherche pour financer les appels à projets, mais ces appels à projets, ils doivent être strictement circonscrits à des sujets qui ne peuvent pas être financés par ailleurs, des sujets interdisciplinaires qui requièrent des collaborations spécifiques ou sur un sujet dont on s'est accordé pour dire qu'il est véritablement important et qu'on ne sait pas financer jusqu'ici. Mais aujourd'hui, si vous voulez, la pratique des chercheurs, c'est qu'on est embolisé, on passe un temps croissant à devoir remplir des dossiers pour justifier de l'argent qu'on va essayer de recevoir pour pouvoir travailler. Financer une thèse pour un chercheur, ça ne devrait pas relever d'une pratique anormale. C'est la fonction des chercheurs que d'encadrer des doctorants. On ne devrait pas avoir besoin de financement spécifique pour faire cela.
Et donc ça, c'est important parce que ça permettra de redonner du temps de recherche aux acteurs de la recherche. Un deuxième point, c'est, et j'en ai donné un écho tout à l'heure, c'est qu'il faut redonner, je pense, au gouvernement la pleine maîtrise de sa politique de recherche. Aujourd'hui, le ministère de la Recherche, ça peut paraître curieux, mais n'a pas véritablement la main sur la politique de recherche en France. Une grande partie est faite par le conseiller ministériel à l'Élysée sur la recherche, et l'autre, elle est dans les mains du PIA, euh, donc du Commissariat général au plan d'investissement d'avenir, qui n'est pas dans le périmètre du ministère. Et ça représente une grande partie des moyens qui sont donnés. Et ça devrait revenir dans le périmètre du ministère de la Recherche. Et puis il y a un troisième point qui est qu'on est depuis quelques années dans une espèce de délire réorganisationnel pour essayer de construire les plus grandes universités du monde. Donc on est dans un phénomène de fusion administrative des établissements universitaires qui semble n'avoir pas de fin, avec pour but apparemment de concurrencer les grandes universités américaines, Harvard ou le MIT. Et là, on se donne un modèle unique, ce qui, je pense, est extrêmement dangereux. C'est dangereux parce que on fait émerger des monstres technocratiques. Et puis, comme il n'y a pas, il faut laisser vivre une variété, une diversité de sujets de recherche, je pense qu'il n'y a pas non plus de vérité, de façon idéale d'organiser la recherche. Les universités allemandes sont organisées comme en Allemagne sur un système assez décentralisé. Il n'y a pas le MIT, il n'y a pas Harvard, il n'y a pas le CNRS en Allemagne. Il y a des universités par land, et elles ne sont pas dans les 100 premières au classement international de Shanghai. Mais par contre, moi j'ai des collègues brillants avec qui je peux collaborer, qui travaillent, qui à Düsseldorf, qui à Cologne, qui à Bonn, qui à, à Nuremberg, etc. Et la qualité de la recherche n'est pas corrélée au classement d'une université particulière. Donc je pense qu'il faut sortir de ce mirage de développement d'universités de rang mondial qui modèle calqué sur le modèle anglo-saxon dans lequel on a des universités qui ont des clients qui font payer des étudiants chinois et indiens, et modèle qui est fragile puisque vous voyez bien qu'avec la crise du Covid-19, on va, pour un moment en tout cas, limiter les mobilités internationales, et on a de très grandes universités anglo-saxonnes qui frôlent la faillite parce que, elles vont pas accueillir leurs milliers d'étudiants indiens et chinois comme les années précédentes. Donc ça, je pense que c'est un sujet très important. Je pense qu'il faut mettre fin à ce délire administratif de fusion, de fabrication de très grandes universités. Je vous remercie. Est-ce que, je n'ai plus d'intervention, est-ce que vous voulez faire un mot de conclusion ou voir un sujet qui n'a pas été encore traité? J'ai peut-être pas traité tous les sujets que je voulais traiter, mais pour terminer, comme je l'ai pas fait dans le dernier point que j'abordais, je pense que la question de l'interface entre le monde social, le monde économique et le monde démocratique et la recherche est un point vraiment crucial. Et que fabriquer des lieux d'échange entre ces différents domaines est véritablement une urgence démocratique, économique et sociale. Et c'est s'il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est celui-ci en fait. Ouais. Je vous remercie. C'était très, très, très intéressant. Je vous souhaite une bonne soirée, mais avant de nous quitter, je vous rappelle que demain, nous démarrons un nouvel exercice qui s'appelle les cafés du jeudi. Et donc là, il n'y aura pas d'intervenant technique pour traiter d'un sujet. Ce sera tout à chacun qui sera présent et qui
discutera et nous discuterons tous ensemble pour apporter des réponses et ou des interrogations sur certains sujets. Notre premier sujet de jeudi soir, ce sera sur l'emploi et le revenu. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et à demain soir à partir de 19h pour notre premier café du jeudi. Au revoir. Merci beaucoup.